Bonjour à tout le monde, bienvenue dans cette vidéo d'analyse du marché des cryptos du 23 novembre 2021. Avant toute chose, avant de commencer cette vidéo, si tu n'es pas abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à nous mettre un like et un commentaire pour le référencement et en même temps nous dire dans les commentaires si tu as des tokens ou des analyses d'actualité que tu aimerais que je review. Au niveau de Bitcoin, alors on est remonté hier aux alentours de 59 000 dollars, donc on est remonté à proximité de la zone des 60 000 pour ensuite se réeffondrer aux alentours de 56 000 dollars. Sur Ethereum également, on était remonté à 4 400, on est repassé en dessous de 4 200, on est à 4 150 actuellement. On a toujours Crypto.com qui continue de performer, Elrond qui continue d'exploser. C'est complètement n'importe quoi. On est à 523 dollars sur Elrond. Ensuite, on a la majorité du marché qui retrace également. On a une énorme performance de Sandbox. J'ai vu passer une news comme quoi ils auraient fait un partenariat avec Adidas. Donc évidemment, bah, forcément, ça pousse le token encore plus à la hausse. On a Decentraland qui a fait presque 12,5% ici. On a toujours donc Engine Coin, tout ce qui touche au métaverse, NFT. Engine Coin qui fait 15, presque 16%, Quant 14%, AMP presque 19%. Donc quand même des belles petites performances malgré ça, puis le reste du marché en correction, ce qui est tout à fait logique vu le comportement de Bitcoin et Ethereum. Au niveau des news, alors la première news, c'est une sénatrice australienne qui assure que la finance décentralisée ne disparaîtra pas de sitôt. Bon, comme si on avait besoin d'elle pour affirmer ça. Donc c'est Jen Hume qui a affirmé ça. Donc c'était lundi 22 novembre, donc hier, lors de l'Australian Financial Review Super and Wealth Summit à Sydney, organisé par Deloitte, donc le cabinet Deloitte, et JP Morgan. Elle a dit: la finance décentralisée ou DeFi est un domaine émergent et en évolution rapide de la technologie financière qui représente d'énormes opportunités. Bon, ça on le sait, elle nous apprend rien. Ceci dit, elle a donné des chiffres intéressants. Elle affirme donc que 17% des Australiens ont investi dans les crypto-monnaies, que d'après une étude de Finder, un Australien sur 6 détient des devises numériques et que un tiers des sondés estiment que le Bitcoin pourrait finir par remplacer les monnaies fiduciaires dans les années à venir. C'est quand même des statistiques intéressantes sur un pays comme l'Australie dont on entend moins parler au niveau de la crypto-monnaie. Donc ça, c'est plutôt cool. Euh, on voit aussi que la Commonwealth Bank of Australia, donc la CBA, donc, qui est la plus grande banque du pays, s'est mise à proposer des crypto-monnaies à ses clients et s'est associée donc à l'exchange Gemini. Ça, je ne le savais pas et c'est intéressant de le savoir. Il y a également eu la création d'un ETF crypto nommé Capital Appreciation Portfolio Diversification, lancé en Australie. Et donc, dès son premier jour de lancement, il a complètement battu un record de capitalisation. Donc, c'est quand même démonstrateur du fait qu'en Australie, il y a une adoption qui est quand même assez grandissante. Euh, le cinquième fonds de pension d'Australie, donc qui s'appelle Queensland Investment Corporation, envisage d'investir donc dans les devises numériques. Donc on a quand même des particuliers qui investissent de plus en plus dans les crypto-monnaies. On a une banque qui est la plus grosse banque d'Australie qui également se met à proposer des crypto-monnaies à ses clients. On a un fonds d'investissement, un fonds de pension, pardon, euh, qui est le cinquième quand même d'Australie, qui se met également à investir dans les devises numériques, donc dans les crypto-monnaies. Ce qui est quand même intéressant maintenant, c'est à relativiser avec le fait que les régulateurs continuent d'imposer des restrictions. On a un comité sénatorial qui a proposé 12 nouvelles réglementations destinées à réguler les actifs numériques. Ça, c'était en octobre, donc c'est il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc, dans ce rapport, ça, il prévoit notamment d'appliquer de nouvelles règles contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, encore cette foutue question. Et donc, forcément aussi, il y a eu le fait que Binance il a été contraint d'abandonner son offre de produits dérivés en Australie. Donc, à la fois, il y a une adoption mainstream et massive des utilisateurs, des banques, des fonds de pension en Australie. Et puis, d'un autre côté, on a les régulateurs qui tapent sur la plupart des avancées possibles au niveau de la crypto-monnaie, donc ce qui est un peu le cas dans la plupart des pays.
Mais bon, voilà, c'était intéressant de voir ici le cas australien dont on parle assez peu. On parle beaucoup des États-Unis, on parle beaucoup de la Chine. Voilà, on parle beaucoup, même la France, on en parle assez peu. C'est quand même un peu plus répandu que l'Australie. Et là, c'était intéressant du coup de voir, on parle aussi pas mal de la Turquie, mais de voir un pays comme l'Australie dont on entend très peu parler, qui au final bah, adopte quand même assez fortement cet écosystème et la crypto-monnaie au sens global du terme. La deuxième news, c'est tout simplement le crypto-milliardaire Su Zhu, je vais l'appeler comme ça parce que je ne sais pas comment ça se dit, qui déclare abandonner Ethereum à cause des frais de transaction trop élevés. Donc, il a déclaré ça le 21 novembre. C'est quand même donc le PDG du fonds spéculatif Three Arrows Capital, qui est basé à Singapour. Et donc, en fait, selon lui, voilà, il veut arrêter d'utiliser Ethereum parce que les frais sont beaucoup trop élevés. Et c'est vrai qu'ici, selon les données de BitInfoCharts, les frais de transaction donc, sur Ethereum ont grimpé de 1360% depuis début juin jusqu'à aujourd'hui, passant donc de 2,80 $ à 40 $. C'est quand même énorme. Et le 9 novembre, il y a eu un pic à 62 $ au niveau des frais. Et donc, cette hausse des coûts de transaction est due à la demande croissante de transactions sur le réseau Ethereum. Et en même temps, bah, il y a eu la flambée du prix de l'Ethereum qui n'aide pas à ça. Lui, il a critiqué donc Zhu, les premiers utilisateurs de Bitcoin et Ethereum, pour leur réticence à être en tête des changements visant à maintenir des frais de transaction bas. Donc pour lui, ce sont ces utilisateurs-là qui devraient maintenir des frais de transaction bas, certainement qui s'adressent également aux mineurs. Et donc pour lui, c'est eux le problème en fait. C'est que le fait que les frais soient aussi importants, c'est eux le problème. Et je pense qu'il vise aussi les fondateurs et l'équipe d'Ethereum quand il dit ça. Il rajoute que l'objectif de la crypto est d'offrir aux jeunes générations des opportunités et une liberté, pas de leur demander de nous admirer, de nous payer un loyer ou de nous féliciter pour notre longueur d'avance. Et c'est un peu vrai, hein. L'objectif, c'est que n'importe quelle personne qui arrive dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois, prochaines années puisse se positionner sur ben, un écosystème tel que Ethereum, Solana, Avax, etc. Et qui puisse pas se dire tout simplement bah, j'ai loupé le train et c'est trop tard. Le but, c'est que bah, ça soit accessible pour tout le monde et avec des frais aussi importants, les plus petits porteurs ne peuvent pas se permettre d'effectuer des transactions sur ce réseau. Bon, après, il est venu un petit peu relativiser tout ça. Il a reconnu qu'il avait peut-être été un peu trop dur en utilisant le mot abandonner. Cependant, il insiste quand même sur le fait qu'il aurait préféré voir les développeurs se concentrer sur les utilisateurs plutôt que sur le bien-être des détenteurs lors des mises à jour. Donc en gros, bon, globalement, ce que ça veut dire, c'est bon, les développeurs ils se sont plutôt concentrés sur le bien-être des mineurs, le bien-être de ceux qui détiennent des Ethereum en grande quantité, plutôt que sur le confort et l'expérience utilisateur. Et selon lui, c'est un problème, ce qui n'est pas forcément faux. Ensuite, bon, effectivement, il y a des blockchains moins chers comme Solana, Avalanche, qui ont bénéficié de la hausse des frais de gaz d'Ethereum pour prospérer, hein, parce que c'est clair que si Ethereum n'avait pas eu ce souci-là, on n'aurait peut-être pas eu autant de blockchains alternatives, on va dire, euh, qui, euh, qui auraient pu du coup performer. Et donc, cette entreprise, hein, l'entreprise de Zoo, a participé au financement de Blizzard, un fonds offrant plus de 200 millions de dollars aux développeurs qui travaillent sur Avalanche. Donc voilà, il a clairement changé de bord. Il est passé d'Ethereum à d'autres protocoles, d'autres blockchains qui, selon lui, vont être plus intéressantes. Donc c'est vrai que les frais sur Ethereum, ça devient quand même assez monumental, hein. C'est très compliqué maintenant d'effectuer des transactions sans avoir des frais importants. Et forcément, si on veut faire des transactions de quelques centaines d'euros, bah, ça devient très très vite problématique. Et c'est vraiment urgent d'avoir l'arrivée d'Ethereum 2.0 pour venir calmer tout ça, parce qu'effectivement, ils vont perdre énormément de parts de marché. On a eu la Binance Smart Chain qui est venue concurrencer Ethereum. Maintenant, on a alors c'est Chronos, je crois pas que ça se dise Chronos Chain, mais je pense que c'est peut-être ça, Chronos Chain avec crypto.com. Il y a eu ben, donc tout le développement autour de Solana, autour d'Avax, donc ça fait quand même pas mal de parts de marché qui sont prises à Ethereum, et si les développeurs se bougent pas un peu les fesses à ce niveau-là, ils risquent d'en perdre encore plus. Au niveau de l'analyse technique, alors on a un Bitcoin on attend toujours tout simplement le retracement.
pour la continuation. Pour l'instant, ça continue de ramper. On est revenu au plus bas qu'on avait fait ici, donc aux alentours de 55-56 000. Voilà, on attend toujours ce scénario avec la petite correction pour le nouveau plus bas, revenir tester cette trendline, le MA, le middle de la bande de Bollinger. C'est la même analyse que la dernière fois. Mais vraiment, pour qu'on puisse avoir ce scénario-là, j'aimerais vraiment bien qu'on valide cette correction un peu plus grande pour ensuite avoir le nouveau push. Si on n'a pas ça, pour l'instant, je ne fais rien parce que c'est un peu trop aléatoire. Au niveau d'Ethereum, alors lui, c'est à peu près la même chose. On attend toujours ça. On attend toujours donc la correction un peu plus grande pour ensuite un nouveau push. Donc un peu la même chose, mais on attend vraiment qu'ils mettent en place ce schéma-là. Au niveau de la Bitcoin dominance, ça bouge toujours pas, il n'y a rien à dire, hein, ça continue de chuter. On est aux alentours de 42,5%. On n'arrive pas à passer cette zone, on n'arrive toujours pas à passer le middle de la bande de Bollinger qui était juste ici. Donc voilà, tant qu'on n'arrive pas à passer, il n'y a absolument rien à faire là-dessus. Ensuite, on a une bonne petite performance de Mbox qui a donc fait une belle poussée, il a retracé ensuite. Là, on potentiellement pourrait repartir après le retracement. Super qui continue de performer. Ça, c'est plutôt cool. On a une belle performance aussi sur SFP. Vous voyez, là, il y a eu une belle accélération. Là, on était en train de corriger. On peut potentiellement déjà repartir à la suite du coup de cette correction. Qu'est-ce qu'on a eu quoi d'autre d'intéressant? Alors, il y a Fantôme également qui s'est pas mal repris. Vous voyez, Fantôme, hein, tant qu'il résiste hein, sur cette zone, c'est intéressant de rentrer. Il avait déjà retesté ici, il vient la retester encore une fois ici. Ça peut être intéressant du coup de chercher des signaux d'achat là-dessus. Nous, notre analyse de l'époque, elle datait d'à peu près ici. Donc belle performance aussi de Fantôme, à peu près 10%. Sandbox, on en avait parlé tout à l'heure, où lui, clairement, c'est voilà, c'est déjà bien parti, trop parti même. C'est un peu tard maintenant pour rentrer sur Sandbox. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Alors, crypto.com, bah, on arrive tout simplement hein, sur les targets aux alentours des 4,618, donc il faut faire attention, surtout que ça devient vachement horizontal. Donc là, maintenant, il faut vraiment rester à l'écart et attendre des setups un peu plus intéressants. Et ensuite, c'est EGLD, donc lui, bon voilà, on arrive sur une zone également où on va plutôt chercher à se décharger plutôt qu'à recharger, puisqu'on arrive sur la zone des 2,618 donc aux alentours de 550 $. Et là, ça risque de bloquer. Donc, si on voit que le prix nous fait des trucs comme ça, un petit essoufflement, on pourrait avoir un retracement. Alors, pas forcément jusque-là, hein, mais on pourrait avoir un retracement un peu plus important. Donc, attention, si vous avez des EGLD, c'est le bon moment d'en sortir un peu pour rentrer un peu plus tard, ou tout du moins déjà de ne pas racheter ici, quoi. Au niveau du crypto total, on vient, bon, même chose, hein, tout le temps pareil, il n'y a rien de plus à dire. On vient retester cette zone encore une fois. Donc là, pareil, on attend encore un retracement un peu plus gros pour ensuite un nouveau push, s'il doit y en avoir un. Mais voilà, pour l'instant, on n'est pas venu casser stop et on revient très fortement à proximité de ce bas. Donc on pourrait venir casser le bas dans les prochains jours, prochaines semaines. Et même chose ici, on attend une correction un peu plus grosse pour ensuite avoir un nouveau push et venir du coup se recharger tranquillement ici dans cette zone. Voilà, au niveau du crypto total, il n'y a rien de plus à dire à ce niveau-là. C'est la même chose qu'il y a 2 jours, pas eu beaucoup de changements. Donc, je vais tout simplement clôturer cette vidéo ici. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à me mettre un like, un commentaire et me dire ce que tu en as pensé. Quant à nous, on se retrouve donc dans 2 jours, ce qui nous donnera ce qui nous donnera jeudi pour la prochaine vidéo d'analyse. Prenez soin de vous, prenez soin de vos portefeuilles et on se retrouve jeudi.